Bonjour à tous, bienvenue dans Isère Mag, la déclinaison télé du magazine papier édité par le département de l'Isère. Et oui, moi pour lire Isère Mag, j'aime bien m'asseoir en tailleur au milieu de la circulation en plein Grenoble. Et pour cette nouvelle émission, j'ai envie de vous dire en route. On va s'intéresser aux routes du département, 4680 km qu'il faut entretenir et sécuriser, notamment pendant la période hivernale. Et ça commence dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi, un endroit que je vais vous faire visiter après le sommaire. Dans cette émission, on va partir sur les routes du département pour suivre le travail de déneigement des équipes chargées de la viabilité hivernale. On prendra également des nouvelles du célèbre petit train de la Mure qui va enfin voir le bout du tunnel. Et on plongera dans les entrailles du plus grand chantier hydroélectrique de France. Et pour démarrer cette émission, je me trouve au centre névralgique de tous nos déplacements quotidiens, le PC Itinésaire. C'est un endroit normalement qui n'est pas ouvert au public, mais qu'on va vous faire découvrir. Bonjour. Olivier Datouille, bonjour. Vous êtes le responsable de ce PC Itinésaire. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici, on gère les événements routiers qui se produisent sur le réseau routier départemental. Donc en fait, on exploite le réseau routier départemental. C'est à peu près 4600 km de route sur l'ensemble du département de l'Isère. Donc on traite les appels qui viennent des pompiers, de la gendarmerie, tout ce qui peut se passer sur la route et qui impacte la viabilité du réseau. On est au courant et on traite ces événements-là, que ce soit en période de viabilité hivernale, donc pendant la période d'hiver, ou pendant la saison toute l'année, tous les événements, les accidents, les éboulements, les avalanches. Donc tous ces événements-là sont connus au niveau du PC et on gère et on traite ces événements avec nos équipes de terrain qui sont dans les territoires répartis sur l'ensemble du département. Alors, on est au cœur de Grenoble, mais vous pouvez surveiller toutes les routes du territoire isérois. Oui, en effet. Donc là, on est basé sur les grands boulevards à Grenoble. C'est un peu la tour de contrôle du réseau routier départemental. Et on a en effet plus d'une centaine de points de vidéosurveillance qui nous permettent de détecter des événements sur les points singuliers ou les points hauts du département de l'Isère. Et on a également des stations de recueil de données de trafic qui nous permettent d'avoir l'état des trafics sur notre réseau routier. Et puis on informe les usagers avec des panneaux messages variables. On en a plus d'une centaine également qui sont répartis sur le département pour informer de ce qui se passe sur le réseau routier pour le véhicule, pour l'usager qui circule sur nos routes. Ça ferme ce centre ou ça fonctionne en permanence ? Donc on est ce centre un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est actif dans cette salle toute la semaine, du lundi au vendredi, de 6h à 20h. Mais en dehors de cette période-là, donc de 20h à 6h et les week-ends et les jours fériés, on a une astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc on peut dire que d'une manière opérationnelle, on est capable de gérer les événements sur le réseau routier départemental 24h sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. La période hivernale qui s'annonce, c'est un moment, j'imagine, un peu plus particulier. Ah oui, alors la période hivernale, on va dire, c'est un peu le cœur de notre activité, notamment vis-à-vis des massifs et des accès aux stations de sport d'hiver, où là, il y a énormément d'enjeux. On doit garantir la viabilité pour l'ensemble des usagers de la route, que ce soit du domicile-travail ou les accès aux stations de sport d'hiver. On est là pour fournir l'information, déclencher des équipes d'intervention pour déneiger les routes, traiter, saler le verglas, notamment les matins de bonne heure. Donc oui, la période de viabilité hivernale est dense dès lors que les conditions météorologiques se dégradent. Il y a peu de départements en France qui sont équipés de la sorte et je crois que l'Isère est également précurseur sur des innovations qui vont nous permettre d'améliorer les informations au fil des années à venir. Oui, donc en effet, ce PC routier qui est aussi couplé avec un PC de supervision du réseau de transport interurbain, donc le réseau Transisère, c'est quand même une première en France au niveau d'un département. Et en effet, on est précurseur à la fois sur l'exploitation, mais également sur ce qui va arriver dans le futur, c'est-à-dire le véhicule connecté et le dialogue entre le véhicule et l'infrastructure, où on prépare des projets qui sont pilotés au niveau européen, avec le ministère notamment. Et donc on travaille sur l'aménagement de nos infrastructures pour les véhicules du futur et les véhicules connectés, les véhicules intelligents. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'aller voir vos applications pour avoir les infos en temps réel, ça arrivera directement dans la voiture ? Par exemple, l'information qui est aujourd'hui affichée sur un panneau à message variable au bord de la route sera affichée directement dans le véhicule, par exemple. Et on récupérera, nous, de l'information du véhicule et on poussera l'information directement vers l'usager. Donc aujourd'hui, on a une information qui est plutôt, je dirais, dispensée de manière collective. Demain, elle sera plutôt donnée de manière individuelle.
Est-ce que vous gérez les voies ferrées, les lignes de chemin de fer ici? Non, pas encore. On gère le réseau Transisère. Donc on a un PC qui est capable de gérer l'ensemble des perturbations et donner du temps réel sur le réseau Transisère, mais pas encore sur le réseau ferré et notamment pas encore sur le train de la Mure. Merci Olivier, vous avez compris effectivement que s'il y a une voie ferrée dans le département qui peut avoir un lien avec l'Isère et le département de l'Isère, c'est effectivement le petit train de la Mure. C'est la plus belle ligne des Alpes, elle est à quai depuis plus de 7 ans, mais elle pourrait prochainement ressortir du tunnel. C'est un reportage de Lucille Dailly. La gare se tient prête, mais sur le rail, pas une âme. La Mure est restée à quai, orpheline, comme toute la Matésine, de son fleuron touristique. Le 26 octobre 2010, le premier train électrique au monde dut stopper sa course au-dessus du lac de Monténard, à la suite de l'éboulement de lac Lapis. Véritable coup d'arrêt au développement du plateau. Au niveau affectif, c'était très important. Ce petit train, c'était notre patrimoine. Ça amenait énormément de tourisme sur la région. Donc économiquement, c'était aussi très important. Et l'arrêt du petit train a été vraiment une catastrophe pour le territoire. Et après plusieurs faux départs, un projet raccroche enfin les wagons. La locomotive, c'est EDIS, spécialiste français dans l'ingénierie et la gestion d'infrastructures complexes, qui a remporté l'appel à projet chiffré à 26 millions d'euros, dont 15,5 millions sont versés par le département, pour lequel la relance du petit train figurait parmi les priorités. C'est une vraie volonté politique. Nous avons tout de suite vu l'intérêt touristique, culturel, économique du projet. Il a fallu le monter, c'est compliqué, c'est une DSP. Il y a eu des négociations, des tractations, c'est beaucoup d'argent. Nous avons la certitude financière que ce projet aboutira. Alors le chemin de fer devrait revivre en juillet 2020. Le tracé sera raccourci. Le départ sera donné à la Mure où sera construite une nouvelle gare et un musée sur l'histoire du train. Le train qui proposera ensuite une étape patrimoine au musée de la mine-image qui compte l'histoire du territoire marqué par l'exploitation des mines de charbon. Puis les passagers découvriront la couleur jade du lac de Monténard jusqu'au terminus du Belvédère et son splendide panorama que l'on pourra apprécier depuis un restaurant gastronomique, histoire de créer un site touristique complet et au goût du jour. Le train de la Mure, avec toute son histoire, toute son identité, tout l'aspect pilote est extraordinaire. C'est notre histoire. Nos hôtes touristiques, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Ils cherchent un tourisme qui a du sens, un tourisme qui véhicule des valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans les valeurs du territoire minier que sauront très bien porter les acteurs du tourisme depuis la Mure jusqu'au Grand Balcon. Pour l'heure, on assure que les premiers coups de pioche ne vont pas tarder. Et quand elle sera en fonctionnement à partir de 2020, cette centrale sera capable de fournir l'électricité nécessaire à la consommation d'une ville de plus de 200 000 habitants. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un dossier sur l'hydroélectricité en Isère, en page 12 du magazine Isère Mag du mois de novembre. On y apprend par exemple que 5 000 emplois sont concernés par ce secteur en Isère. Ça représente 25% de l'ensemble des emplois français. Je suis maintenant à l'intérieur du centre de gestion de parc, dans l'atelier avec Thomas Duplé, le chef de service. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, tout simplement, on répare le matériel et on le prépare pour la viabilité hivernale, en l'occurrence, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous avez quel type de matériel? Alors, principalement du poids lourd, du tracteur agricole. Le tracteur agricole pour l'entretien l'été au niveau du fauchage. Le poids lourd et les engins spécifiques de déneigement pour la viabilité hivernale. Au total, ça représente combien de véhicules qui tournent sur le département? Alors, on a environ 900 véhicules, dont une bonne moitié, 900 véhicules roulants, dont une bonne moitié de véhicules légers. L'autre moitié étant du poids lourd et des engins spécifiques. Et on a 700 équipements particuliers, que ce soit de l'épareuse ou de la lame ou de la saleuse, que l'on monte sur les engins roulants. Je crois que ces véhicules, notamment ceux qui servent au déneigement, sont connectés les uns aux autres. Alors effectivement, on a un système de radio qui leur permet de discuter entre eux. Une radio qui est complètement indépendante des radios courantes, des autres réseaux téléphoniques, qui nous permet de pouvoir communiquer toutes les radios ensemble, et avec les bâtiments et entre les engins. On peut dire qu'ici, c'est un peu le camp de base et que vous dispatchez ça ensuite sur différents autres centres dans le département? Effectivement, ici on est sur un des camps de base puisqu'on a 5 ateliers dans le département de l'Isère et ici c'est l'atelier le plus important.
La période qui arrive, l'hiver, c'est sûrement la plus sensible pour une activité comme celle-là? C'est effectivement une période sensible pour nous, puisque la viabilité et le dégagement des routes est un élément important. La mécanique n'est pas une science exacte, et donc il arrive que ça tombe en panne, et on doit être à même d'intervenir 24 heures sur 24. Donc là, vous rentrez dans une période où vous n'allez plus beaucoup dormir. C'est pas faux. Parce qu'effectivement, la neige, ça peut tomber en journée, mais ça peut tomber aussi en pleine nuit. Thomas le sait, les agents qui travaillent au déneigement de nos routes le savent. On est allé les voir justement travailler sur le terrain, dans le massif de Beldonne, après une chute de neige nocturne. À 2 pas de la station des Sept-Lots, au sommet du col des Ailles, les déneigeuses se succèdent pour rendre les routes accessibles. Dans ce centre d'entretien routier, 12 personnes et 3 camions se relaient dès 4 heures du matin. Et pour déneiger, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est près de 27 000 tonnes de sel qui sont déversées sur les routes du département. Une solution qui a parfois ses limites. Aujourd'hui, on a une neige qui tient énormément au sol, sur un sol très très froid. Donc on est obligé d'apporter des abrasifs en plus du sel. Qui sert à faire fondre cette neige. En plus de ce sel-là, on est obligé d'apporter des abrasifs pour permettre aux voitures de circuler. Parce que malgré le passage du camion et après un salage derrière le camion, la neige continue à tenir au sol. En cas de chute de neige, entre 3 et 4 parcours sont définis pour les déneigeuses autour du col des Ailles, des déneigeuses qui font près de 19 tonnes. Alors une déneigeuse, ça se conduit, c'est assez simple, hein, c'est un camion équipé d'accessoires, donc une étrave devant qui se commande avec une manette, on ouvre, on ferme, c'est tout simple. Certaines déneigeuses sont équipées d'un aileron, voire de 2 ailerons. Donc là, il faut un passager, c'est le passager qui s'en occupe, plus une saleuse dans la benne du camion. En plus du plan de viabilité hivernale, le département a aussi mis à la disposition de tous Itinisère qui permet de connaître l'état des routes en temps réel, hiver comme été. Allez, pour en savoir plus sur l'histoire minière du plateau mathésin et du petit train de la Mure, je vous renvoie en page 42 du magazine Isère Mag du mois de novembre. Le temps de ce voyage, on a quitté le PC Itinisère pour se retrouver toujours dans l'agglomération grenobloise à Comboire, au centre d'entretien du matériel. Je suis avec Bernard Perazio, le vice-président en charge de la voirie. Bernard Perazio, la voirie, ce n'est pas l'une des plus petites missions du département de l'Isère. C'est une mission importante. Le département a une multitude de missions, justement, beaucoup de cordes à son arc. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement sur la mission routière. Et la mission routière, mais surtout cette mission par rapport à l'entretien de la voirie départementale. Le département, c'est près de 5000 km de route, dont dans l'Isère, 800 km à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, nous vous invitons au centre d'entretien du matériel, centre d'entretien départemental, avec des agents du département qui préparent, qui réparent les matériels roulants du département, routiers du département, et qui préparent surtout, en ce mois fin novembre, l'action que nous allons entreprendre contre l'hivernalité, contre la neige, contre le verglas. Donc les matériels sont prêts, sont disponibles. Les équipes sont l'arme au pied et la neige n'a qu'à bien se tenir car je crois que nous allons faire ce qu'il faut pour que les usagers, à la fois de l'Isère, mais aussi bien sûr tous les touristes qui viennent fréquenter nos stations puissent trouver des conditions de circulation vraiment optimum et qu'ils puissent accéder à tous les points de l'Isère d'une façon tout à fait raisonnable au niveau sécurité. Ça représente quel budget à l'année, l'entretien des routes, la construction également de voiries nouvelles? Le budget départemental pour les routes, c'est plus de 100 millions d'euros. C'est aussi des agents qui interviennent sur tous les territoires de l'Isère et je crains à souligner leur professionnalisme. Ce sont des agents qui interviennent sur tous les territoires de l'Isère, sur toutes les routes départementales, que ce soit bien sûr en entretien, en exploitation, et puis pour le bien-être des usagers, pour permettre toutes ces conditions de sécurité qui mettent toujours à niveau les routes départementales, au niveau, je l'ai dit, de la sécurité, mais aussi au niveau de la fluidité du trafic. Un des gros morceaux de cet investissement, il a eu lieu dans le massif de l'Oisan, au fin fond de la vallée de la Romanche, sur le tunnel du Chambon qui a longtemps été impraticable à cause d'un éboulement. Oui, le Chambon a été une crise très très difficile pour nous.
très difficile au niveau technique, au niveau financier, au niveau politique, puisqu'il a fallu à l'instant T prendre les bonnes décisions. On a pris les bonnes décisions, je pense, grâce à des services, et je tiens à le souligner, performants, avec des techniciens, des ingénieurs qui ont pu nous conseiller à bon escient au niveau des élus. Nous avons pris tout de suite les décisions pour mettre en place tout d'abord une route de secours pour éviter que le Haut-Oisan et que la vallée, notamment Lagrave, Villard-d'Arène, reste isolée du monde. Donc cette route de secours a été efficiente quelques mois après. Et ensuite, les travaux de creusement d'un nouveau tunnel, d'un tunnel qui échappe les zones à risque. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une grande satisfaction puisque nous inaugurons le 16 décembre la terminaison totale du chantier avec un nouveau tunnel de près d'1 kilomètre qui sera à disposition de l'axe qui conduit de Grenoble à Briançon et qui est, je tiens aussi souvent à le souligner, qui est le dernier axe et direction qui mène vers l'Italie et qui n'emprunte pas l'autoroute et qui est un accès complètement gratuit, financé par les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Et justement, si vous avez l'occasion de prendre le tunnel du Chambon dans les mois qui viennent, vous passerez forcément par la vallée de la Romanche et le secteur de Rioux-Pérou, une vallée qui est marquée depuis plus d'un siècle par l'histoire de l'hydroélectricité, une histoire qui continue à s'écrire puisque EDF mène actuellement le plus gros chantier de France en la matière, un chantier qui devrait voir le jour en 2020. Je vous propose d'aller découvrir cette future centrale ultramoderne. 7 ans après le premier coup de pioche, visite d'étape à Livet-Gavet en Romanche. Ce tronçon de 10 km de rivière exploité depuis près de 100 ans par 6 centrales et 5 barrages toujours en activité aura bientôt un tout nouveau visage. La mise en service du nouvel aménagement est prévue en 2020. Et ensuite enchaîneront donc la partie en fait de déconstruction des centrales actuelles. Donc il y a 5 centrales qui vont être déconstruites complètement, les bâtiments, ainsi que les seuils en rivière. Et une usine, l'usine des Vernes, qui est classée monument historique, sera conservée pour mettre en valeur en fait le patrimoine industriel de cette vallée. La centrale des Vernes, bientôt seule trace visible de la houille blanche d'autrefois. Le nouvel aménagement est lui majoritairement souterrain. Objectif, moins d'impact visuel et environnemental, mais plus de productivité. La puissance installée sur l'usine de Gavet, c'est 100 MW. Et l'énergie qui sera produite sur une année, c'est 560 gigawatts. Donc c'est une valeur très importante parce que notre usine va fonctionner au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner 24 heures sur 24. Ces 560 gigawattheures, ça représente 1% de l'énergie hydraulique produite par EDF. Donc pour une usine avec une puissance modeste, c'est un très gros productible qui est sensible au niveau du parc EDF. Pour l'économie sinistrée de la vallée, ce chantier a permis la venue de plus de 300 salariés sur le site et de 52 millions d'euros d'activités déléguées à des sous-traitants de la région. L'État a délivré à l'EDF une concession de 60 ans pour l'exploitation de cet aménagement qui devrait à son tour faire de la Romanche un haut lieu de l'hydroélectricité pour les 100 prochaines années. On a quitté la montagne et la neige pour revenir ici en ville, sur le centre de Comboire. Thomas, est-ce que ce sont également les véhicules du département qui déneigent les routes de l'agglomération grenobloise ? Effectivement, il y a une convention de mise à disposition du matériel entre le département et la métropole. Alors là, on est situé à l'extérieur du parc, devant un drôle de silo. C'est quoi sa fonction ? Alors ce silo est tout simplement une centrale à saumure. Dedans, on fabrique la saumure, on met 25 tonnes de sel et on le mélange à de l'eau. La saumure en sort saturée à 1,2, une densité d'1,2. Et cette saumure-là est envoyée dans les territoires pour être après répandue par les engins. C'est quoi la différence entre le sel et la saumure ? Lequel est le plus efficace ? Alors, ce n'est pas une question d'efficacité, les deux ont un rôle complémentaire. Le sel, c'est tout simplement du sel sec en grains qui est déposé sur les routes. La saumure, c'est tout simplement du sel dilué dans de l'eau. Bon, j'espère que vous êtes en train de faire le plein puisque l'hiver va être long. On ne sait pas s'il sera neigeux sur les routes des départements. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le dernier numéro d'Isère Mag. Je vais vous demander de me le tenir parce qu'à l'intérieur,
Voilà, il y a un bébé consacré aux 4630 agents du département de l'Isère. Vous êtes un de ces agents, Thomas, notamment avec toute votre équipe ici de l'espace Combois. Ces agents sont à l'honneur en ce mois de novembre. Il y a une campagne de communication qui a été lancée et pour leur rendre hommage, on va se quitter avec un petit aperçu des différents métiers qu'on peut exercer ici dans le département de l'Isère. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Je m'appelle Sylvie Delépine, j'ai 45 ans, je suis référente médico-sociale au service autonomie de Beaurepaire. Mon métier consiste à aller au domicile des personnes pour évaluer en fait la situation globale de la personne. Charles Philippe, agent de travaux au CER de Metz. Ce métier m'a toujours fasciné, les engins, les chasse-neige. Et puis ce qui me plaît le plus aussi, c'est peut-être de rendre quand même service aux usagers. Je m'appelle Aurore Hélin, j'ai 36 ans. Je suis chargée d'accueil au département de l'Isère sur le territoire de la Porte des Alpes. L'écoute, la compréhension, la bienveillance vont être des qualités indispensables pour pouvoir mener à bien nos missions. Jean-Christophe Guillet, j'ai 39 ans, je suis cuisinier au collège Le Calou en cuisine centrale. Ici, nous fabriquons nous-mêmes les produits, nous les transformons à notre goût.